Bonjour les cinquièmes, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un premier cours à distance. Ceux qui n'auront pas écouté le cours de quatrième que j'ai posté hier et dont je vous ai transmis l'adresse, vous pouvez l'écouter, au moins les 7 premières minutes qui ne concernent pas que les quatrièmes et qui vous apprendront des choses sur les manières que l'on va utiliser pour apprendre ces prochains jours, ces prochaines semaines, et j'espère que vous y trouverez votre compte. Je propose que l'on continue nos bonnes habitudes, que l'on entame ce cours par l'analyse d'un mot, c'est le mot du jour. Quel est le mot du jour? C'est un verbe aujourd'hui, le verbe déployer. Il n'est pas si facile parce qu'il ne se prononce pas tout à fait comme il s'écrit. Et je l'épelle D-E-P-L-O-Y-E-R, un verbe du premier groupe. Et qu'est-ce qu'il veut dire? Comment l'analyser? Vous pourrez me répondre qu'on y trouve un préfixe D et qu'il y a certainement un verbe en français qui donne ployer. Pour une fois, je préfère qu'on s'intéresse à déployer plutôt qu'à ployer. Pourquoi? Déployer est peut-être plus fréquent, plus courant dans l'usage du français de tous les jours. En visualisant, imaginez un oiseau au repos qui soudain s'envole. Qu'a-t-il fait de ses ailes? Vous direz qu'il les a ouvertes, qu'il les a mises en mouvement. Ses ailes ont la capacité de faire des plis mouvants, des plis qui bougent. Et c'est le mouvement de plis de ses ailes qu'on appelle le déploiement, qui renvoie au verbe déployer. Déployer, c'est ce que l'on déplie, c'est ce que l'on ouvre grand. Symboliquement, c'est un verbe fort. On dira par exemple encore qu'un élève déploie ses connaissances. C'est qu'il est capable d'en faire une liste, c'est qu'il est capable de dire ce qu'il connaît. Déployer, c'est ouvrir, c'est déplier. C'est l'inverse du verbe ployer. Ployer, au contraire, c'est se replier, se recroqueviller. Ployer insiste plutôt sur la faiblesse. Ployer indique plutôt la situation de faiblesse de quelqu'un ou de quelque chose. Ployer sous le poids des difficultés, c'est ne pas les surmonter. Se déployer, au contraire, c'est quelque chose de plus optimiste. C'est grandir, c'est devenir plus grand et c'est devenir plus mobile. Ces prochains jours, vous allez devoir déployer certaines de vos habiletés que vous ne connaissiez pas encore pour répondre à la situation présente, pour vous adapter. Savoir se déployer, c'est savoir s'adapter d'une certaine manière. Pour finir, je me permets de réciter, comme vous pourriez le faire en classe, la conjugaison au présent de l'indicatif du verbe ployer. Je ploie, IE à la fin, tu ploies, ES, il ploie, E encore, c'est un verbe du premier groupe, nous ployons, YONS, vous ployez, YEZ, il ploie. Et là, c'est un tout petit peu différent des deux autres pluriels, PLOIENT. Ce mot du jour, je vous invite à le noter, comme d'habitude quelque part sur votre cahier ou sur un bout de papier, sur un carnet que vous entretenez. Vous pourrez vous en servir dans une prochaine rédaction. J'aimerais revenir ensuite avec vous sur ce roman que l'on découvre depuis quelques jours, qui semble vous intéresser et qui s'inscrit dans notre chapitre que j'ai intitulé
raconter des histoires d'amitié. Vous savez que je parle du roman Des fleurs pour Algernon. Ce roman américain qui raconte l'histoire d'un homme d'une trentaine d'années, attardé intellectuellement depuis l'enfance suite à des mauvais traitements. Nous en avons déjà traité dans ce roman. Cet homme s'appelle Charlie Gordon. Il raconte son histoire à travers des pages de journal intime dont il est le narrateur, il est celui qui raconte son histoire. Vous avez découvert qu'il est l'objet d'expériences menées par des scientifiques américains. Ces expériences ont pour but de le rendre plus intelligent. Ces expériences concernent son cerveau, des expériences complexes qui sont en même temps menées, à fin de comparaison, sur une souris Algernon. Et tout au long du texte, Charlie va souvent parler d'Algernon, cette souris, et se demander si elle aussi se rend compte des effets de l'opération des scientifiques sur son intelligence. C'est une question délicate, évidemment, d'évoquer la conscience d'un animal. Ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse. Charlie, tandis qu'il devient jour après jour de plus en plus conscient de ce qu'il se passe autour de lui, de plus en plus capable de se souvenir de ce qu'il a vécu les jours d'avant, mais aussi de ce qu'il a vécu pendant son enfance, apprend, découvre, se rend compte qu'il y a autour de lui des choses qu'il n'était pas capable de percevoir quand il ne disposait encore que de l'intelligence très réduite d'un très jeune enfant. Il découvre le mal des hommes, leur violence, leur intolérance, leur jalousie. Il découvre aussi la souffrance de ressentir que l'on est quelqu'un de différent, que l'on est quelqu'un avec des émotions. On appellera ça aussi des affects. Charlie, il se pose énormément de questions. Il se dit parfois, à quoi bon devenir intelligent si c'est pour devenir en même temps un être qui souffre plus de savoir. Je vous ai proposé hier à la lecture un extrait particulier qui vient juste après ces moments où Charlie a montré aux autres, à autrui, qu'il était capable de plus en plus de se débrouiller de manière autonome. Reprenez l'extrait que je vous ai fourni hier. Vous l'avez certainement déjà lu et ce que je me permets de vous proposer, c'est de le lire, cet extrait, et de le commenter. Pourquoi? Pour que ne vous échappent plus certains détails qui obstruent, qui dérangent votre compréhension du texte, pour que vous puissiez vous poser des questions plus pertinentes sur le texte. Si vous l'avez imprimé, c'est très bien. Vous pouvez aussi l'afficher sur votre écran, que ce soit l'écran d'un téléphone, l'écran d'un ordinateur, l'écran d'une tablette. Ayez-le devant vous. Utilisez le bout de votre index pour suivre la lecture. À la fin de cette lecture, je proposerai quelques questions et si cela vous importe, vous pouvez y répondre par écrit, m'envoyer vos réponses. Avant tout, s'il reste quelques points d'incertitude dans la compréhension du texte que l'on va lire, faites-moi savoir quelles sont ces incertitudes que j'y réponde rapidement. Il n'est pas intéressant que nous avancions dans la lecture de ce roman si quelques-uns d'entre vous restent sur le bord de la route. Nous reprenons le journal de Charlie Gordon à la page du 8 mai. Je lis. Même maintenant que j'ai découvert ce qui se passait derrière le dos de Monsieur Donner, ce que dit Charlie là, c'est qu'il a découvert que dans la boulangerie dans laquelle il travaille, les employés ne suivent pas toujours les conseils de Monsieur Donner, le patron, pour qui Charlie a beaucoup d'estime, car il est le seul, autant
où il était encore attardé, il était le seul à lui donner une chance de s'en sortir. Je continue. Je trouve cela difficile à croire. J'ai d'abord remarqué un incident louche pendant l'heure d'affluence, voici 2 jours. Jimpy était derrière le comptoir. Qui est Jimpy? Jimpy, c'est l'un des employés de la boulangerie. Celui qui s'occupe de la machine à pain. Celui qui vend aussi le pain. Charlie l'appréciait beaucoup, car du temps où il était incapable de cerner la pensée d'autrui, Jimpy lui semblait quelqu'un de moins violent que les autres. Il lui semblait quelqu'un de plus doux. Pendant l'heure d'affluence, j'ai repris, Jimpy était derrière le comptoir. Il enveloppait un gâteau pour un de nos clients réguliers. Un gâteau qui se vend 3,95 $. Mais quand Jimpy a tapé la vente, on tape une vente sur une caisse enregistreuse qui va prendre dans sa mémoire le montant de cette vente, ce qui permettra au patron le soir de vérifier que tout ce qui a été vendu a bien été payé. La caisse enregistreuse n'a affiché que 2,95 $. Charlie a la capacité désormais, c'est comme cela que l'on mesure la progression de son intelligence, de lire et d'associer ce qu'il lit à des faits, à ce qu'il se passe dans la réalité. J'allais lui dire qu'il avait fait une erreur, mais dans la glace derrière le comptoir, j'ai vu un clin d'œil et un sourire passer du client à Jimpy, et en réponse, un sourire sur le visage de Jimpy. Est-ce que vous savez comment on appelle ce type de regard? Certains d'entre vous le savent, on l'appelle un regard de connivence. Il y a certainement une entente plus ou moins louche entre le client qui vient de payer et Jimpy qui vient de recevoir la monnaie de ce client. Et quand l'homme a ramassé sa monnaie, j'ai vu briller une grosse pièce d'argent laissée dans la main de Jimpy avant que ses doigts ne se referment sur elle et le mouvement vif avec lequel il a glissé le demi-dollar dans sa poche. « Charlie !» a dit une dame derrière moi. « Est-ce qu'il y a encore de ces éclairs à la crème ?» Je vais aller voir. J'étais heureux de cette intervention parce qu'elle me donnait le temps de réfléchir à ce que j'avais vu. On aura aussi remarqué que les clients ne prennent pas encore forcément en considération la nouvelle capacité de Charlie à comprendre le monde. Jimpy n'avait certainement pas fait une erreur. Il avait délibérément fait payer le client moins cher et ils étaient de connivence. Délibérément. Voilà un mot nouveau dans le vocabulaire de Charlie. Délibérément, c'est volontairement, c'est quelque chose de conscient, c'est un acte conscient. Je continue. Je m'adossais, sans force, contre le mur, ne sachant quoi faire. Jimpy travaillait pour Monsieur Donner depuis plus de 15 ans. Donner qui traitait toujours ses employés comme des amis, comme des parents, avait invité plus d'une fois la famille de Jimpy à dîner chez lui. Charlie réfléchit et se rappelle que Jimpy, qui est en train de dérober de l'argent à son patron, devrait pourtant lui être reconnaissant à ce patron qui l'a aidé, qui l'a soutenu, qui l'a respecté. Monsieur Donner laissait souvent Jimpy garder le magasin quand il avait à sortir, et j'avais entendu dire que plusieurs fois, Monsieur Donner avait donné de l'argent à Jimpy pour payer les frais d'hôpital de sa femme. Jimpy est clairement redevable de Monsieur Donner. Il lui doit beaucoup, et pourtant, il le vole. Charlie découvre peu à peu le manque de considération qui parfois entrave, dégrade les relations entre des êtres humains qui pourtant donnent l'impression de vouloir se faire mutuellement confiance. Je continue. Il était incroyable que qui que ce soit pût voler un tel homme. Il fallait qu'il y ait une autre explication. Jimpy s'était vraiment trompé en tapant la vente et le demi-dollar n'était qu'un pourboire. Ou
peut-être, monsieur d'honneur avait-il fait un arrangement spécial pour ce client qui achetait régulièrement des gâteaux à la crème. N'importe quoi plutôt que de croire que Jimpy volait. Jimpy avait toujours été si gentil avec moi. Des contradictions apparaissent dans la pensée de Charlie. Il faut le dire, il faut que je vous le dise. Il se demande comment ça se fait que Jimpy est à la fois capable, devant lui, d'être gentil et d'être un voleur dans son dos et dans le dos du patron. Je ne voulais plus savoir, j'évitais de regarder la caisse enregistreuse quand j'apportais le plateau d'éclairs et que je triais les galettes, les pains au lait et les gâteaux. Mais lorsque la petite femme, rousse, entra, celle qui me pinçait toujours la joue et plaisantait en disant qu'il fallait qu'elle me trouve une petite amie, je me souvins qu'elle venait le plus souvent quand Donner était parti déjeuner et que Jimpy était au comptoir. Jimpy m'avait souvent envoyé livrer des commandes chez elle. Involontairement, je fis mentalement le total de ses achats. 4,53 $. Mais je me détournais. Se détourner, c'est s'écarter afin de ne pas voir ce que Jimpy tapait sur la caisse enregistreuse. Je voulais savoir la vérité et pourtant j'avais peur de ce que je pourrais découvrir. Encore un nouveau trait dans la conscience de Charlie, le désir de vérité, le désir du vrai, le désir d'honnêteté. 2,45 $, Mrs. Wheeler, annonça-t-il. La sonnerie de la caisse. Oui, les caisses sonnent. La monnaie que l'on compte. Le claquement du tiroir. Merci, Mrs. Wheeler, ou Madame Wheeler en français. Je me retournai juste à temps pour le voir mettre sa main dans la poche et j'entendis un tintement léger de pièces. C'est confirmé. Jimpy est un voleur. Je ne pus quitter Jimpy des yeux tandis qu'il clopinait derrière le comptoir. Vous l'avez peut-être oublié ou vous ne le savez peut-être pas, mais Jimpy souffre d'un handicap. Il boite, la sueur coulant de dessous son bonnet de panier. Il semblait gai et de bonne humeur, mais en levant les yeux, il accrocha mon regard. Peut-être que Jimpy va sentir d'une certaine manière à quel point Charlie désormais est plus conscient des choses, perçoit mieux. J'avais envie de le frapper, déverser tout cela sur le papier dans le calme de ma chambre n'a rien arrangé. Dans cette dernière phrase, Charlie nous rappelle qu'il écrit après les événements, qu'il est le narrateur de récits qu'il a vécus dans la journée, et que le soir il les écrit, et c'est de ce moment-là qu'il parle dans cette dernière phrase. Il y a toujours un écart entre le moment vécu et le moment où l'on raconte ce moment vécu, un écart de temps. Chaque fois que je pense à Jimpy en train de voler Monsieur d'honneur, j'ai envie de casser quelque chose. Je ne me crois pas capable de violence, je ne crois pas que j'ai jamais frappé quelqu'un dans ma vie. Mais il me reste encore à décider quoi faire. Dire à d'honneur que son fidèle employé le vole depuis tant d'années, Jimpy le niera, et je ne pourrai jamais prouver que c'est vrai. Et qu'est-ce que cela arrangerait pour Monsieur d'honneur? Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cet extrait? Les cinquièmes. Vous y réfléchissez certainement, et je vous apporte un complément d'information. Ce qu'il se passe dans la tête de Charlie. Parce que dans cet extrait, l'action se situe presque plus encore dans la conscience de Charlie. Ça s'agite là-dedans. Ça s'agite dans son esprit. Et l'âme remue. Qu'est-ce que c'est que l'âme de Charlie en ce moment? C'est une âme agitée. L'âme, c'est aussi le réceptacle de notre sens moral. Le sens moral, c'est ce qui nous dit ce qui est bon à faire, ce qui est juste, ou ce qui n'est pas bon, ce qui est illégal, ce qui pourrait procurer du mal à autrui. Et là, il se pose des questions. Qu'est-ce que je dois faire? Dois-je dénoncer Jimpy? Lui faire du mal? Ou prévenir Monsieur d'honneur et lui faire du bien à lui et à mon sens de l'honnêteté? Un dilemme, c'est quand une question morale, la question d'une action à entreprendre, nous déchire, nous place face à certaines contradictions, met en jeu
la confiance que l'on a envers diverses personnes qui agissent d'une certaine manière qu'on ne peut plus forcément les garder dans notre cercle de confiance. Je ne vais pas forcément vous demander, à la suite de cet extrait, d'écrire une nouvelle rédaction. Mais vous pourriez, malgré tout, si le cœur vous en dit, de m'écrire un court texte. Certainement pas ce qu'on appelle un travail d'écriture long, une rédaction, mais bien plutôt quelques notes sur votre cahier, sur l'ordinateur, quelques notes qui répondraient à la question suivante. Avez-vous déjà vécu, vous aussi, ce qu'on appelle un dilemme moral ? Je suis sûr que la situation vous présentera des dilemmes moraux. J'aimerais voir mes amis, mais je sais qu'il faut que je reste confiné à la maison parce que je risque en sortant de propager le virus. Et pourtant, je crains que mes amis m'oublient si je ne les vois pas, si je ne suis pas en leur présence. Discuter par téléphone ne me suffit plus. C'est un vrai dilemme. Que faire ? Mettre en danger des gens que je ne connais pas ou craindre de manquer aux gens que je connais ? Je vous laisse réfléchir à ce thème du dilemme moral. Vous pouvez produire un texte facultatif d'une 10aine de lignes. C'est tout pour aujourd'hui.